Nous voici maintenant pour parler du bash avancé. Première chose, donc, on va revenir sur l'exécution d'un script. On a vu comment écrire un script, comment l'exécuter. Et je vais faire un petit rappel maintenant sur ce qu'est le shebang. Donc un script commence toujours par ce qu'on appelle un magic code, magic number, 2 caractères en tout début de fichier, sur la toute première ligne, première colonne, un dièse et un point d'exclamation. Donc ça porte le nom de shebang. Le ch de shebang, c'est pour sharp, qui signifie dièse, comme dans C# par exemple, un langage de Microsoft. Et bang, c'est le point d'exclamation, un petit peu comme si on tirait un coup de feu, voilà, bang. Après le shebang, on trouve le chemin vers l'interpréteur de commande qu'on souhaite utiliser. Dans notre cas, c'est le bash. Donc on va avoir, concernant le bash, un dièse point d'exclamation /bin/bash. Généralement, c'est là que se trouve notre interpréteur bash dans ce répertoire, dans le répertoire /bin. Et il faut savoir qu'en fait, le shell, l'interpréteur de commande, ici le bash, accepte parfois des paramètres, et on peut passer des paramètres à cet interpréteur en précisant donc ces paramètres à la suite sur cette première ligne de commande, enfin sur ce shebang. Par exemple, on peut lui passer -- verbose qui va permettre un petit peu de faire du débugage, c'est-à-dire qu'il va expliquer à chaque fois que le script va exécuter quelque chose, il va afficher d'abord à l'écran ce qu'il va faire et ensuite il va le faire. Autre option possible, le -r pour obtenir un bash restreint. Alors, un bash restreint, c'est un bash qui va nous interdire certaines actions. Donc avec cet exemple-là, bash-r, j'ai écrit un petit script qui fait différentes actions. Il fait d'abord un echo salut, il fait un cd point, et le cd point va nous être interdit. Pas le droit de faire de cd, dans un bash restreint. ls:\c, ça va bien fonctionner. /bin/ls, parce que c'est là que se trouve la commande ls sur notre système. Si je précise en mettant le chemin /bin/ls:\txt, et ben ça on n'aura pas le droit de le faire. Parce qu'on a le droit de lancer des commandes, mais on n'a pas le droit de lancer des commandes en précisant un chemin. À partir du moment où il y a un slash, ça va être refusé. Autre exemple, wc-l du fichier list.txt, ça va fonctionner. wc-l inférieur à list, interdit. Dans un bash restreint, interdit d'utiliser des redirections ou des pipes. Donc vous allez me dire, on peut pas faire grand chose avec un bash restreint. Oui, c'est un peu le but, il est restreint. Pourquoi ça existe, ce bash restreint? C'est tout simplement pour des questions de sécurité. Si on veut donner accès à une personne via un script d'exécuter quelques petites commandes, quelques petites actions, mais très limitées, on peut faire l'usage donc d'un bash restreint pour lui donner un accès et le droit d'exécuter des choses, mais très simples. Dès qu'on a des changements de répertoire avec un CD, ou qu'on a un slash qui apparaît devant un chemin de ligne de commande, ou une redirection, bah ça sera interdit. Donc c'est vraiment très limité, mais ça peut avoir son usage. Et encore une fois, c'est dans un cadre sécuritaire. Processus. L'exécution d'un script va engendrer la création d'un nouveau processus dédié à ce script. Donc, dans notre terminal, on a un bash qui s'exécute. Quand on lance un script, donc on a ce fameux shebang au début qui nous indique quel est l'interpréteur de script qu'on doit utiliser pour exécuter donc ce script. Et bien, même si on est dans un bash, quand on va lancer un script bash, et bien il va lancer un deuxième script, un deuxième shell, un deuxième bash. Le bash de notre terminal va engendrer un autre processus bash juste pour l'exécution de notre script. Exemple, avec un script test, donc je mets mon shebang dièse point d'exclamation /bin/bash, derrière je fais un echo entre apostrophe je suis pid 2 points, et derrière on met $$. Et la ligne suivante je fais un PS. L'exécution me donne
la chose suivante, je suis PID 5141, donc ça on voit tout de suite que le $$, c'est une variable qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent, c'est une variable spéciale qui contient le PID du processus, du script en fait, qui en fait usage. Donc là notre script test va afficher je suis PID $$, donc il va afficher son propre PID, qui pour l'exemple j'ai mis 5141, et derrière, toujours dans le script, je fais un PS pour afficher la liste des processus qui sont en cours d'exécution. Dans cette liste de processus, donc qui est exécuté, ce PS est exécuté aussi par notre script test, hein, on est toujours dans le même script. Le PS va nous afficher donc deux lignes, une ligne bash qui est le bash, mon bash d'accueil, celui qui est dans le terminal qui me permet de taper des commandes, et on voit qu'on a une deuxième ligne, bin bash, là en le /bin/bash on va retrouver le fameux shebang. On voit que là, il a engendré un nouveau processus, bin bash, qui exécute notre script test, donc qui a la charge d'exécuter notre script test, et au passage, on voit qu'effectivement, ce bash-là, il a bien le PID 5141. Donc on est bien dans un second shell, un second bash qui est exécuté pour les besoins d'exécution de notre script test. On a la possibilité de demander au shell de ne pas créer de processus supplémentaires pour exécuter notre script, de faire en sorte, puisqu'après tout on est déjà dans un bash, on peut se demander pourquoi il faut créer un autre processus bash pour exécuter notre script alors qu'on est déjà dans un bash. Il y a des raisons à ça, on va le voir un tout petit peu plus tard, mais on a la possibilité de demander au shell, au bash, de ne pas faire comme ça et d'utiliser le bash courant, celui qui nous sert à taper des commandes, pour exécuter notre script. C'est tout à fait possible. Et là, on a deux solutions pour le faire. Soit on utilise la commande source, alors c'est une commande interne au bash. Si vous cherchez source sur votre disque, vous n'allez pas trouver cette commande, elle est interne au bash. Soit on fait source espace notre script, soit on fait point espace script. Attention, c'est pas point slash script, c'est point espace le script. Donc ces deux syntaxes-là permettent de dire au bash courant, celui qui prend nos commandes, celui qui est dans notre terminal, de ne pas engendrer un nouveau processus bash pour exécuter le script, mais d'exécuter le script tout simplement dans le bash courant. Attention, si on envoie en arrière-plan notre script, ça va automatiquement entraîner la création quand même d'un autre processus. Donc si on fait un source espace script et on met le et derrière pour dire je vais l'envoyer en arrière-plan, et bien là par contre on aura un deuxième bash qui va se créer pour gérer, pour s'occuper de notre script. Alors pourquoi on peut vouloir ne pas créer un autre processus pour exécuter notre script? Eh bien, quand un script crée des variables, elles vont exister pendant la durée d'exécution du processus. C'est-à-dire que si on fait ./script, qu'on exécute notre script, ça va engendrer un nouveau processus bash, on l'a vu, et les variables qui vont être créées par notre script vont exister dans ce bash-là, cet autre bash-là, uniquement la durée de l'exécution du processus. Quand le script va s'arrêter, ce processus bash qui aura été créé pour l'occasion va s'arrêter aussi, et finalement on va perdre trace des variables qui auront été créées dans le script. Prenons un exemple avec un welcome.sh. Alors .sh, juste pour dire que c'est un script shell. Il n'y a pas d'obligation à le faire, mais c'est une bonne pratique que donner une extension pour indiquer ce qu'il y a dedans. Donc welcome.sh, donc j'ai mon shebang bin bash, j'ai un read-p qui es-tu, je lis ça dans une variable nom, et je fais un echo $nom. Et j'exécute mon script. Il me demande qui es-tu, je réponds Toto, il m'affiche Toto, et une fois que le script s'arrête, je récupère donc la main dans mon terminal, je fais un echo $nom, puisqu'on a vu que dans notre script, en fait, on affectait la variable nom, enfin on lisait dans la variable nom, qui es-tu, on stocke ça dans la variable nom. Quand je récupère ensuite la main après l'exécution du script, si je fais un echo $nom, ça affiche rien, il n'y a pas de variable $nom, elle a été perdue.
Si maintenant je fais exécuter ce script par le shell courant, donc c'est-à-dire sans créer un autre processus bash, en restant dans le même processus, eh bien on va conserver les variables qui vont être créées, puisqu'en fait je n'ai pas un deuxième processus temporaire bash qui aura été créé, c'est dans le processus bash dans lequel je suis, dans mon terminal, qui va exécuter, c'est ce processus-là qui va exécuter mon script. Donc finalement, quand je vais créer des variables avec ce script-là, quand ce script va s'arrêter, je serai toujours dans mon bash. Donc je vais conserver les variables qui ont été créées dans le script que j'ai exécuté. Donc l'exécution se fait, on a vu, un petit peu différemment. On met source, espace, le nom du script derrière, donc c'est ce que je fais. Qui es-tu? Je réponds, Toto. Il m'affiche bien Toto, ça c'est on est dans le script. Et ensuite, quand je fais un echo $non, donc quand j'ai récupéré la main dans mon terminal, je fais un echo $non, et bien je me rends compte que j'ai effectivement conservé ma variable $non. Un avantage d'exécuter un script dans un processus dédié, donc c'est ce qui se passe en standard, puisque si je fais pas source espace mon script, si je lance juste mon script, ./script, c'est ce qui se passe naturellement, ça va créer donc un processus dédié, temporaire, le temps d'exécution du script. Eh bien, un des avantages, c'est d'avoir une indépendance vis-à-vis du shell qui l'a créé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact sur les variables créées ou modifiées par ce script parce qu'il tourne dans un autre processus. Donc si je modifie des variables, même des variables, on va le voir sur un exemple, même des variables qui existent dans mon shell de départ, eh bien elles ne seront pas impactées. Autre chose, c'est que si je change de chemin courant, je fais un CD par exemple, je me rends dans un autre répertoire pour travailler, eh bien quand mon script va s'arrêter, donc ça va arrêter aussi le processus bash qui a été créé pour l'occasion, et je vais me retrouver dans mon premier bash, et je vais me retrouver dans le chemin où j'étais avant de lancer le script. Même si le script s'est baladé à différents endroits, a changé de répertoire courant, je reviens dans le répertoire où j'étais avant d'exécuter le script. Exemple, donc un script que j'appelle bazar.sh, parce que je vais mettre le bazar. Je vais mettre le bazar dans quoi? Dans la variable pass. On se rappelle, j'espère, ou si on se rappelle pas, je le rappelle, que la variable pass contient une liste de chemins dans lesquels le système, le shell, va pouvoir trouver ses commandes. Si dans mon script bazar, je dis pass égale et j'affecte autre chose, donc je vais modifier ma variable pass, et en plus je fais un cd/tmp, c'est-à-dire je me rends ailleurs, dans un autre répertoire que le répertoire courant, enfin qui est actuellement le répertoire courant, au moment où je le lance. Je lance mon script ./bazar.sh, donc là, en le faisant ça, le shell va créer un autre shell pour exécuter mon bazar.sh. Une fois qu'il a terminé de s'exécuter, je récupère la main, et si je fais un echo $pass, eh ben je me rends compte que finalement, ma variable de pass n'a pas bougé. En tout cas, ce que j'ai affecté dans mon script à la variable pass, je le retrouve pas en ressortant. Et si je fais un pwd pour afficher print working directory, donc l'endroit, mon répertoire de travail, eh bien je suis toujours dans le répertoire dans lequel j'étais avant d'exécuter mon script bazar. Je suis pas dans le répertoire TMP. Donc c'est un avantage de pouvoir effectivement exécuter, quand on exécute un script, que ça crée un autre processus, c'est un avantage, donc ça permet d'avoir l'indépendance en fait de notre script vis-à-vis du shell qui a lancé le script. Ça, quand je reviens dans mon shell, c'est comme si rien ne s'était passé. Un script peut en lancer d'autres, et c'est même souvent ce qu'il fait. Un script, c'est une manière d'automatiser une série d'actions, et ces actions, très souvent, sont d'autres commandes qu'on lance, donc qui sont lancées par le premier script. Exemple, nom.sh, donc mon shebang, là vous commencez à connaître, read-p qui est une nom, et cette fois-ci je vais lancer
un autre script qui s'appelle welcome, donc je fais ./welcome, donc le welcome se trouve au même endroit que mon nom.sh, donc je fais ./welcome, espace $non. C'est-à-dire qu'à mon script, je vais lui passer en paramètre le contenu de la variable nom que je viens de lire dans nom.sh. Et à droite, on a le script welcome qui fait quoi? Qui fait juste un echo salut $1. On a vu que $1 pour une commande, c'était le premier paramètre qui est passé sur la commande. Donc si je fais un .welcome $non, eh bien le $1 va prendre la valeur de $non. Un script peut aussi lancer des jobs, donc des processus en arrière-plan. Exemple, un script jobs1.sh qui affiche, donc première chose qu'il fait, il affiche, donc il y a le shebang bien évidemment, il affiche en faisant un echo, il fait début job 1, ensuite il exécute un autre script qui s'appelle job2.sh, mais cette fois-ci il l'exécute en arrière-plan, et après il fait echo job 1 a fini. Dans le job 2, donc le script qui est lancé en arrière-plan par le job 1, qu'est-ce qu'il fait dans le job 2? Dans le job 2, il va, donc shebang, il va afficher début job 2, il fait un sleep 5, donc il fait une pause de 5 secondes, donc pendant ce temps-là il fait rien. Et passé 5 secondes, il affiche echo job 2 a fini, et il se termine, il n'y a plus d'action derrière, donc le job 2 va quitter. J'exécute en faisant ./job1.sh, donc il m'affiche début job 1, c'est normal, job 1 c'est la première ligne, c'est echo début job 1. Ensuite, job 1, il exécute job 2 en tâche de fond, en arrière-plan. Donc, comme il exécute job 2, j'ai bien ma deuxième ligne qui s'affiche, début job 2. Et tout de suite après, j'ai job 1 fini, et là j'ai une pause de 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, j'ai job 2 fini. Donc on voit bien que le fait de lancer en arrière-plan, eh bien, il laisse le job 2 vivre sa vie en parallèle, mais en tout cas, il l'attend pas. Il attend pas puisqu'on a tout de suite, après avoir le début job 2 qui s'affiche, on a le job 1 infini, tout de suite. On n'a pas les 5 secondes d'attente, on l'a tout de suite. Parce que, une fois qu'il a lancé le job 2 en tâche de fond, eh bien, il reprend la main tout de suite, notre job 1, et il exécute sa dernière ligne, qui est le echo job 1 infini. Le script job 1 n'attend pas donc que job 2, qu'il vient de lancer en arrière-plan, eh bien que le job 2 se termine. Ça peut poser problème. On peut souhaiter que job 1, eh bien, n'aille pas plus vite que la musique, ou reste attendre en fait que le job 2 qu'il a engendré, eh ben, se termine avant de continuer. La solution, c'est d'utiliser un mot-clé du langage, du bash, qui s'appelle wait. Encore une fois, c'est un mot-clé du langage, c'est pas du tout une commande système. C'est un mot-clé du langage bash. Exemple, c'est exactement les deux mêmes scripts. La petite différence, c'est que après avoir lancé job2.sh en arrière-plan, j'ai une commande wait qui lui dit tu as lancé un truc en arrière-plan, eh bien maintenant attends que celui-ci est terminé avant de poursuivre. Et là on voit qu'à l'exécution, on a bien début job 1, début job 2, et cette fois-ci on a 5 secondes d'attente. On n'a pas le job 1 infini. On a 5 secondes d'attente, puis on a le job 2 infini, ce qui met un terme en fait à notre processus job 2, notre script job 2, puisqu'il n'y a plus rien derrière, donc il s'arrête, il sort. Et cette fois-ci, puisqu'il y avait un wait dans job 1, eh ben, puisque job 2 s'arrête, job 1 peut continuer son exécution et affiche job 1 a fini. Le script qui lance un autre script ou une commande en arrière-plan peut obtenir le PID, donc le process ID, du processus enfant qu'il vient d'engendrer, et il peut l'obtenir en utilisant une variable spéciale. On a vu déjà une première variable spéciale qui est $, qui est le PID, le PID du script. Le script qui s'exécute, s'il a envie de connaître son propre PID, il utilise la variable $. Si mon script lance un autre script ou une autre commande en arrière-plan, eh bien, il peut utiliser la variable $! Pour obtenir le PID du processus qu'il vient de créer. Exemple, job 1 va engendrer un job 2 en arrière-plan en mettant le et je fais tout de suite après, je fais un echo PID enfant, $! Pour dire je viens d'engendrer un processus, je voudrais afficher
le PID de ce processus que je ne connais pas, eh bien je le connais grâce à la variable $.! Et dans le job 2, eh ben, j'affiche un echo, je suis PID $. Celui-là on le connaît, le job 2 va afficher son propre PID à lui, puisque la variable $, c'est le PID du processus qui s'exécute. Donc comme c'est un script qui s'exécute, eh ben, c'est le PID du script en question. Exécution de job 1, il affiche bien le PID enfant est 57012, et l'enfant lui-même, le job 2, qui est l'enfant du job 1, eh bien affiche son propre PID, et on voit que c'est bien la même valeur qui s'affiche. Parlons maintenant du code de retour. Toute commande, tout programme, tout script, tout ce qui s'exécute sur votre ordinateur sous Linux retourne un code de fin d'exécution. C'est d'ailleurs quelque chose que vous connaissez déjà sans peut-être savoir que vous le connaissez. On va le voir juste après. Si jamais on omet de retourner un code dans notre script, de dire je termine mon script et je retourne un code, eh bien c'est le code de la dernière commande qu'on a lancée qui est utilisé comme code de retour. Exemple d'un programme en C, et c'est là que je voulais en arriver, pour vous dire que vous savez peut-être pas que vous retournez un code, mais vous le retournez. Voilà un petit bout un petit programme en C assez classique, et la dernière ligne de notre main, c'est un return exit success. Il faut savoir que exit success, c'est une constante qui vaut 0. Et quand on fait un return exit success, eh ben on signifie au programme appelant, à celui qui nous a appelé, que tout s'est bien passé. On retourne 0. Alors attention, contrairement aux valeurs booléennes où le 0 signifie faux et autre chose que 0 signifie vrai, un code de retour qui retourne 0 indique l'inverse finalement, indique que tout s'est bien déroulé. Code 0, tout va bien. Code différent de 0, il y a eu une erreur. Et quelle valeur, quelle erreur est en rapport avec quel code? Eh bien, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que si vous voulez savoir, ça peut être la valeur qui est retournée, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Si vous voulez savoir à quoi correspond le code d'erreur, eh bien vous faites un man de la commande en question pour obtenir plus d'informations. On va voir un exemple juste après de différentes valeurs qui ont donc des significations particulières et sur lesquelles on peut s'appuyer pour réagir d'une manière ou d'une autre en fonction du code de retour qu'on obtient d'une commande. Un script peut accéder au code de retour donc d'une commande qu'il a lancée en utilisant la variable, donc encore une variable spéciale, on a vu $, on a vu $, et bien oui. Et bien maintenant on a le $, qui nous permet d'accéder au code de retour de la dernière commande qu'on a lancée. Exemple, donc le shebang, cat etc password. Alors etc password, c'est le fichier qui contient les noms des utilisateurs sur notre système. Cat, donc c'est une commande qui affiche ce fichier-là. Et derrière, je fais un echo $. Si j'ai le droit d'afficher etc password, ce qui est le cas en fait, tout le monde a le droit d'afficher etc password, et ben le echo $. Va me retourner 0. Mais si j'avais essayé de lire un autre fichier, par exemple etc shadow, si je suis pas administrateur, etc shadow contient les mots de passe. Donc etc shadow, on n'a pas le droit de le lire, sauf si on est administrateur. Et bien si j'avais fait un cat/etc/shadow, et que, alors j'aurais très certainement eu un message d'erreur à l'écran, mais si je fais un echo $. Derrière, j'aurais pas 0. J'aurai une valeur, peut-être c'est 1, peut-être c'est autre chose, bref, je n'aurai pas 0, puisque 0 signifie que tout s'est bien passé, et là en l'occurrence ça ne se serait pas bien passé. Autre exemple, mkdir entre guillemets $1, donc $1 qui serait le paramètre le premier paramètre qui serait passé à notre script, donc je fais un mkdir de $1, de ce qu'on passe à notre script, et tout de suite derrière, je vais faire un test, if test entre guillemets $.eq. Alors on se rappelle que pour tester des valeurs numériques, c'est pas le égal. Égal, c'est pour tester des chaînes de caractères. Pour tester une valeur numérique, c'est un -eq. eq comme equal. -eq0. Donc si le $.me retourne 0, c'est que tout s'est bien passé. Donc je fais then echo OK, else
echo et ERR pour signifier une erreur. mkdir va sans doute aussi nous afficher un message d'erreur. Donc c'est juste pour illustrer cet usage de $, mais vous pouvez très bien avoir des commandes qui ne retournent pas forcément, enfin qui n'affichent pas forcément de message d'erreur, mais qui par leur code de retour signifient qu'il s'est passé un problème. Donc la consultation du manuel, c'est vraiment la source à privilégier pour obtenir des informations sur les codes de retour de chaque commande. Et ça va vous permettre de créer d'écrire des scripts beaucoup plus conviviaux, parce que vous allez pouvoir afficher un message d'erreur ou entreprendre certaines choses en fonction du code de retour de telle ou telle action que vous avez lancée, enfin de telle ou telle commande. C'est plus sympathique d'avoir un petit message d'erreur que de laisser le script rouler tout seul, alors qu'en fait ça se passe, il y a un truc qui s'est pas bien passé. Si vous avez un dossier à créer et que vous n'arrivez pas à le créer, et que vous devez ensuite travailler dans ce dossier-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si le dossier, vous n'avez pas réussi à le créer, on arrête le script. Voilà. Donc c'est ça, quand je dis convivial, c'est un fonctionnement qui est ce qu'on attend d'une commande système. Si vous lancez un ls-l par exemple, et puis que ça se passe pas bien, il va s'interrompre, il va pas continuer à tenter de faire des choses alors que déjà ça s'est pas bien passé dès le départ. Voilà, c'est un exemple avec le ls, c'est peut-être pas un bon exemple, mais on pourrait trouver d'autres choses. Vous faites un VI sur un fichier que vous n'avez pas le droit de lire dessus, VI, voilà, il va s'arrêter, il va vous dire j'ai pas le droit de le lire, point, il va pas aller plus loin. Le manuel est structuré avec des sections qui sont récurrentes, qu'on trouve à chaque fois dans toutes les pages de manuel. On a d'abord le nom, donc il peut s'appeler nom si c'est en français, ou name, c'est donc le nom de la commande. Donc c'est des sections, vous faites un man de man par exemple, et puis vous allez voir ces différentes sections. Donc la section nom, qui est le nom de la commande, le synopsis qui est l'usage et les paramètres. Alors il peut y avoir plusieurs lignes, l'usage et paramètres de cette commande. La description, c'est une description, ça porte son nom. Et vous avez aussi une section code de sortie ou exit status si vous avez le manuel en anglais. Et c'est là que se trouvent les codes de retour. Donc c'est là qu'il faut aller voir. Exemple de code de sortie pour Y. Donc Y, on connaît, on l'a vu il y a pas très longtemps. Eh bien, il faut savoir que Y retourne 3 types de codes. 0 signifie que des lignes ont été trouvées. 1 signifie qu'aucune ligne n'a été trouvée. Et 2 signifie qu'une erreur a été détectée. Et ça c'est intéressant, parce qu'en fait on dit 0 tout se passe bien. Mais finalement 1 ça s'est bien passé aussi, simplement ça n'a rien produit comme résultat. Mais c'est pas forcément une erreur. Au contraire, s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Le résultat c'est qu'il n'y a pas de résultat. Enfin, il n'y a rien qui s'affiche, parce qu'il n'y a aucune ligne qui a matché avec ce qu'on cherchait. Mais c'est pas une erreur. Donc quand on dit 0, ça s'est bien passé, et le reste des codes, ça s'est pas bien passé, eh bien il faut voir qu'ici, Y a fait un autre choix. A dit 0, ça s'est bien passé, et on a trouvé des lignes. 1, ça s'est bien passé, mais on n'a rien trouvé. Et 2, par contre, on a une erreur. Donc, de différencier les différentes valeurs, eh bien ça vous permet de différencier l'absence de résultat d'une vraie erreur de motif ou d'un problème de droit par exemple. Et ainsi vous pouvez faire un message adapté en fonction du code de retour, alors que sinon ce serait impossible. Pour retourner un code de sortie, un code de retour, un script doit utiliser un mot-clé qui s'appelle exit, donc c'est encore un mot-clé du langage, c'est pas du tout une commande système. Exit, espace, et le code de retour, qui est toujours une valeur numérique, ça peut pas être du texte. Encore une fois, c'est un code, c'est pas un truc qui va s'afficher à l'écran, c'est un code de retour, et le seul moyen d'y accéder, c'est en utilisant $, pour obtenir le code de retour. Exemple, echo hello world, exit 0. Donc en faisant exit 0, je signifie que tout s'est bien passé. Autre exemple, là je reprends en fait un exemple précédent, mon mkdir $1, si test $, donc le code de retour de la commande précédente, c'est-à-dire le mkdir, si c'est égal à 0, then echo ok, ça s'est bien passé, et je fais un exit 0 tout de suite. Sinon, echo erreur, et je fais un exit 1. Donc par rapport à tout à l'heure, j'ai tout simplement rajouté l'exit avec un code de retour pour signifier, pour renvoyer à celui qui m'a appelé une information sur l'état d'exécution, comment s'est déroulée ma commande.
Un script peut aussi décider de ne retourner aucun code de sortie. Mais tout programme, toute commande, tout script retourne un code de sortie. Donc si le script décide de ne pas retourner de code de sortie, eh bien c'est tout simplement le code de la dernière commande qui a été exécuté par le script, c'est ce code-là qui sera utilisé comme code de retour. Il y a toujours un code de retour. Donc ça sera cette dernière commande, le code de retour de cette dernière commande qui sera utilisé comme code de retour. Si je fais juste un mkdir, entre guillemets, $1, c'est tout, mon script il fait que ça, eh bien le code de retour de mon script, c'est le code de retour du mkdir. Attention, quand on dit que c'est la dernière commande, c'est le code de retour de la dernière commande, si je prends l'exemple de mkdir $1 et que je fais un echo fini, eh bien le code de retour de ma commande, de la commande qui fait ces deux actions, c'est pas le code de retour de mkdir, c'est le code de retour de echo, puisque j'ai lancé une autre commande après le mkdir. Donc le echo fonctionne tout le temps, il n'y a jamais d'erreur avec echo puisqu'il affiche ce qu'on lui passe derrière. Et si on lui passe rien, il affiche juste une chaîne vide. Donc finalement, le echo il fonctionne tout le temps. Donc ma commande, peu importe comment se déroule mon mkdir, le fait que j'ai fait un echo derrière, elle retournera toujours 0. Qui signifie que tout s'est bien passé. Si on veut retourner le code de retour, non pas de echo, parce que ça nous intéresse pas, on sait très bien qu'echo ça va bien fonctionner, mais qu'on veut retourner le code de retour du mkdir, eh bien à ce moment-là, il faut mémoriser le code de retour en faisant l'action suivante, on fait un mkdir, et comme je vais faire une autre action derrière avant de terminer mon script, eh bien je vais prendre la précaution de mémoriser le code de retour, je vais créer une variable temporaire qui s'appelle ret. Je fais donc ret égale $, donc je mémorise le code de retour du mkdir, ensuite je peux faire mon echo fini, très bien, et je fais un exit de $ret pour dire, eh bien je vais renvoyer ce que le code de retour de mkdir, la valeur que le code de retour avait après avoir exécuté mkdir. Je m'en mêle un petit peu, ça retourne donc le code de retour du mkdir. Cas particulier de la commande lancée en arrière-plan. Bah oui, une commande lancée en arrière-plan, elle va rendre la main immédiatement. Et qui dit rendre la main immédiatement veut dire qu'elle ne s'est pas encore terminée. Or, mon script, celui qui a lancé la commande en arrière-plan, lui, s'il fait un accès à $, pour savoir comment s'est passée la dernière commande qu'il a lancée, bah oui, la dernière commande qu'il a lancée, elle n'est pas terminée. Donc on peut pas... C'est pas Madame Irma, peut pas regarder dans sa boule de cristal pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est un cas particulier. Quand on lance une commande en arrière-plan, le $, pour obtenir le code de retour de cette commande en question, eh bien, c'est toujours 0. Il vaut toujours 0. Donc, on ne peut pas utiliser de code de retour dans un cas où, enfin, on peut pas s'appuyer sur la valeur que retourne une commande lancée en arrière-plan pour savoir si elle s'est bien passée, puisque elle s'est pas encore terminée. Donc, le code de retour n'a aucun effet sur le script qu'il a appelé, et il faut bien savoir que le code de retour, c'est une information qui est passée à l'appelant. Donc, quand vous lancez une commande, c'est pas un message qui s'affiche, c'est pas du texte qui s'affiche, c'est juste une information qui vous est renvoyée pour information, pour vous dire, voilà, comment s'est passée la commande, et c'est donc à vous, à l'appelant, de décider ce que vous voulez faire de cette information. Donc d'avoir une action qui est appropriée au code de retour que vous recevez. Alors, bonne nouvelle, c'est que le code de retour, eh bien, il peut être testé dans Bash comme un test classique qu'on ferait dans un langage comme le langage C, sans utiliser le $, et sans même besoin d'utiliser la commande test, enfin le mot-clé test. C'est encore une bizarrerie du bash, c'est qu'on peut écrire if mkdir $1, et cette écriture-là, on n'a pas besoin de tester le $, c'est implicite, et on n'a pas besoin de mettre le mot-clé test non plus, donc on peut l'écrire quasiment comme on l'écrirait en C. If mkdir $1, then echo good, else echo is no good. Les redirections. Alors, un script, c'est une commande comme les autres finalement.
Donc les commandes sont capables de lire sur stdin, d'écrire sur stdout. Eh bien un script peut aussi appeler d'autres scripts en utilisant des redirections inférieures, supérieures, supérieures, supérieures pour rajouter à la sortie standard, et utiliser aussi des tubes, de la même manière. Un script, ça on l'a déjà vu, on peut affecter une variable avec le résultat, donc avec ce que une commande produit sur son stdout. Attention, c'est pas le code de retour de la commande, hein, c'est vraiment ce que elle affiche. Elle envoie sur son stdout, donc elle affiche s'il n'y a pas de redirection, comme on le sait maintenant. Eh bien, on peut affecter ce qui se serait affiché. On peut l'affecter à une variable. Donc on l'a déjà vu, c'est en utilisant la syntaxe $, une parenthèse ouvrante fermante, et à l'intérieur on met notre commande. Par exemple, nbligne égale $, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, à l'intérieur on met wc-l inférieur à fic. Une fois exécuté, fic va contenir le nombre de lignes nbligne va contenir, la variable nbligne va être créée et affectée avec le nombre de lignes dans le fichier fic. Je fais un echo fic contient $nbligne ligne, et ça m'affiche, donc ça utilise la variable $nbligne qui a été affectée à la ligne précédente. Le HereDoc. Alors, le HereDoc, c'est quelque chose qu'on trouve dans certains langages, et qui est pratique parce que ça permet d'utiliser une source de données multiligne sans avoir besoin de passer par un fichier physique. Et cette source de données va servir à alimenter le stdin d'une commande, donc d'un script, en y plaçant donc des données en ligne directement dans le script. Alors c'est un peu peut-être pas très clair, on va voir un exemple tout de suite. L'idée c'est que ça agit un petit peu comme si on avait un fichier virtuel, temporaire, mais en fait c'est ni un fichier, ni quoi que ce soit sur disque, c'est créé dans le script, c'est présent dans le script, pardon, juste le temps d'exécution de la commande. La syntaxe est la suivante, donc on a notre commande, on a un inférieur, alors ça on a encore jamais vu, ce inférieur, on avait déjà vu inférieur pour alimenter une commande avec le stdin d'une commande avec le contenu d'un fichier. On connaissait le supérieur ou supérieur pour écrire dans un fichier ou concaténer un fichier déjà existant, mais le inférieur, on n'avait jamais vu. Eh bien, cet inférieur permet justement d'alimenter le stdin, comme on le ferait avec un simple inférieur, mais avec un simple inférieur, il faut donner un nom de fichier derrière. En mettant 2 fois inférieur, on donne pas, c'est pas un nom de fichier qu'on a derrière, c'est carrément du texte en ligne dans le script. Et donc on fait inférieur et on met un mot. Là, j'ai utilisé le mot fin ici. On va voir qu'on peut utiliser le mot qu'on veut finalement, mais il faut que ce mot soit collé au inférieur. Et toutes les lignes qui vont suivre, donc il n'y a plus rien derrière le mot fin, on passe à la ligne suivante. Et toutes les lignes qui vont suivre vont venir alimenter le stdin de notre commande jusqu'à rencontrer encore une fois le mot fin, mais cette fois-ci sans le inférieur, juste le mot fin. En fait, c'est une sorte de tag qui, quand on met inférieur, le mot qu'on a juste derrière, eh bien, c'est le mot qui va nous servir aussi à indiquer la fin de la source de texte qui va alimenter le stdin. Donc la commande va recevoir sur son stdin uniquement les 2 lignes, une ligne de texte et une autre ligne, telle quelle. Exemple, wc-w, donc pour compter des mots, cette fois-ci, inférieur, stop. Alors souvent on met le mot, on le met en majuscule, et donc tout ce qui va suivre ça, toutes les lignes qui vont suivre vont alimenter le stdin de wc-w, jusqu'à tomber encore sur le mot-clé stop, puisque c'est le mot-clé stop qu'on a mis juste derrière le inférieur. Ce mot-clé stop, donc il y a cet exemple-là, j'avais fin juste avant, c'est ce qu'on veut, l'essentiel c'est que le mot n'apparaisse nulle part dans le texte qu'on met derrière, le texte qui va alimenter le stdin, donc il faut choisir un mot qui apparaît nulle part. EOF par exemple, qui signifie end of file, EOF c'est un tag assez commun qu'on utilise assez souvent quand on a un HereDoc, on fait inférieur EOF, et puis on va trouver le EOF tout seul sur sa ligne. Alors c'est important, il doit être tout seul sur sa ligne, et il doit être en tout début de ligne, pour indiquer la fin
du bloc de texte qui va être donné à manger au stdin de notre commande. Un autre exemple, for non in $, parenthèse, alors une seule parenthèse, donc on exécute le contenu de ce qui se trouve dans la parenthèse, donc c'est un cat sur un fichier qui s'appelle surconsommateur.txt. Donc là on va parcourir, le $ parenthèse cat sur consommateur.txt, le contenu du fichier va venir se mettre à la place de ce bout de commande, donc on va avoir for non in et une série de mots. En fait, là-dedans, c'est des noms d'utilisateurs qu'on va avoir, dans l'exemple que je donne là. Do-done, et dans le do-done, on a un mail, $non, donc à cet endroit-là, on va avoir donc la variable nom qui va venir s'insérer à univ-ren1-.fr, donc finalement, dans mon surconsommateur.txt, je vais avoir des noms d'utilisateurs, donc je vais construire une adresse mail à partir de ces noms d'utilisateurs, et j'ai un inférieur MSG. Voilà, bon, j'ai dit qu'il fallait le mettre en majuscule, là il est en minuscule, mais c'est vrai qu'assez souvent quand même on met plutôt notre tag en majuscule pour mieux l'identifier dans le texte. Donc là on a le inférieur MSG, et tout en bas on retrouve notre MSG pour indiquer la fin de notre bloc de texte. Et ce bloc de texte, c'est un petit mail, le corps d'un mail dans lequel on peut mettre des variables aussi. On voit que le $non réapparaît là, et il va venir alimenter la commande mail, qui est une commande qui envoie des mails, bien évidemment. Vous l'aviez compris. Paramètres d'un script. Alors, on a vu que pour accéder aux paramètres d'un script, on utilisait des variables spéciales qui portent comme nom, qui porte le numéro du paramètre, $0 étant toujours le nom du script en incluant son chemin, et $1 jusqu'à $9, ce sont les 9 premiers paramètres. Et on avait vu que au-delà du 9e paramètre, il fallait utiliser Shift pour décaler, pour accéder au 10e paramètre. Le 10e devenait le 9e, le 9e le 8e, et le 2e devenait le premier. Le premier disparaissait, enfin était masqué. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a vu, et je vous avais dit à ce moment-là, on peut pas accéder au-delà du 10e. Donc là je vous ai fait un petit mensonge, parce que finalement on peut accéder au 10e, mais d'une manière un petit peu particulière, avec une syntaxe un petit peu particulière, qui est de mettre non pas $ avec le numéro derrière, mais de mettre le numéro entre accolades. Les accolades, on les a déjà vus en utilisant des variables, hein, pour quand on veut avoir une variable et qui est concaténée à un bout de texte derrière, pour éviter qu'ils prennent le bout de texte comme étant le nom de la variable. On va voir un autre exemple un petit peu plus loin à ce sujet. Donc si je veux accéder au 10e paramètre, c'est $ entre accolades 10. Alors pour info, si je mets $ entre accolades 1 ou 2 ou 3, ça marchera aussi. Donc $ accolade 10, $ 11, etc., etc. Exemple d'un petit script param.sh, echo $10 espace $ entre accolades 10. Et j'appelle mon script en lui passant un certain nombre de paramètres, ABCDEFG, HIJ, et donc j'ai ce résultat qui se produit. L'affichage, quand j'utilise $10, il va m'afficher à 0. Bizarre, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le $10, il va le prendre comme un $1, le nom du premier paramètre, auquel il va ajouter le texte 0 derrière. Donc $1, c'est tout simplement le paramètre A, donc il va afficher A, et il va venir coller derrière le 0. Donc le $10 n'est pas pris comme $10, mais il est pris comme un $1, et juxtaposé au texte 0 qui vient se mettre derrière. Par contre, le $accolade 10, lui par contre il fonctionne bien. On a bien le 10e paramètre, à savoir la lettre J qui s'affiche. L'espace, alors l'espace c'est un truc un peu casse-pied parfois. On va avoir une série d'explications sur lesquelles on va parler des espaces et comment se prémunir des problèmes. On l'a déjà évoqué quand on a des espaces dans les paramètres, dans les variables, ce sont des trucs qui peuvent poser problème. Et on a déjà commencé à voir des solutions pour ça. Les paramètres donc d'une commande sont séparés par des espaces. Exemple wc-l a.txt, espace b.doc, espace c.list. L'espace va séparer la commande wc
de ces options, -L, de ces trois paramètres a.text, b.doc, c.list. C'est le bash qui repère les espaces et qui envoie les paramètres, donc dans $1, $2, $3, etc., qui va découper ça en fonction de la position des espaces. C'est le bash qui s'occupe de ça pour vous, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Problème, c'est que si on a besoin de mettre un espace aussi dans un de ces paramètres, par exemple, je fais un mkdir, un espace non, espace avec, espace d, espace, espace. La commande, elle va créer 5 dossiers. Le premier va nommer 1, le deuxième non, le troisième avec, le quatrième d et le cinquième espace. Mais si on met des guillemets ou des apostrophes autour de tout ce bloc-là, je fais un mkdir et entre guillemets, un nom avec des espaces, fermez les guillemets, espace, entre apostrophes, un autre dossier, fermez apostrophe, eh bien ça va me créer deux dossiers, un qui s'appelle un nom avec des espaces et un autre qui s'appelle un autre dossier. Donc c'est un premier moyen pour que les espaces ne soient pas pris comme séparateurs, enfin pour arriver à intégrer des espaces dans des paramètres, eh bien on va mettre tous ces paramètres, là où il y a des espaces, on va les mettre entre guillemets ou entre apostrophes. Une autre solution consiste à échapper le caractère espace. Échapper, ça signifie enlever la signification habituelle, donc d'un symbole, d'un caractère, ici c'est l'espace, et la nature de l'espace, c'est d'être un séparateur de paramètres. Donc si on échappe l'espace, eh bien on lui dit, bah tu n'es plus un séparateur de paramètres, tu es tout simplement le caractère espace. Échapper, ça se fait en plaçant un backslash, qu'on appelle aussi barre oblique inverse, devant le caractère à échapper. Exemple, toujours avec notre mkdir, j'ai un mkdir, un nom avec des espaces, mais je veux pas que ce soit, je veux pas utiliser des guillemets déjà, et puis je veux que l'espace ne soit pas pris comme un séparateur, c'est-à-dire que je veux pas avoir 5 dossiers créés, mais je veux avoir un seul dossier qui s'appelle un nom avec des espaces. Eh bien je mets un backslash devant chaque espace. Et en faisant ça, ça permet de dire, ben derrière il y a un espace, mais ne le prends pas comme un séparateur de champs, de paramètres, prends-le comme un espace. Donc garde lui sa valeur d'espace, donc ça va être la chaîne entière va être préservée sans que chaque espace intervienne comme un séparateur de paramètres. Échapper peut se faire aussi avec d'autres caractères, des caractères qui ont une signification spéciale. Par exemple, le backslash lui-même. Backslash, il a une signification spéciale, puisqu'il sert de caractère d'échappement. Donc si je veux mettre un backslash comme caractère, je veux utiliser un vrai backslash, comme il signifie échappe le truc qui est derrière, il a plus il signifie pas backslash. Si je veux avoir juste le backslash, je l'échappe lui-même. Je fais un backslash, et j'obtiens un backslash. Pareil pour le dollar est utilisé pour les variables. Si je mets un backslash dollar, là j'ai le symbole dollar. Pareil pour les accolades, les parenthèses, les guillemets et les apostrophes. Attention, donc échapper un espace permet d'enlever sa signification pour l'appel à une commande, mais dans la commande elle-même, l'espace va reprendre sa signification normal. Prenons un exemple, avec créer dossier, je fais un mkdir de $1. Donc $1, le premier paramètre qui est passé à mon script créer dossier. Et j'appelle créer dossier en faisant un backslash espace dossier. Donc le backslash est présent devant l'espace, ça lui enlève sa signification de séparateur de paramètres pour lui donner tout simplement sa valeur d'espace. Donc ça va alimenter le comment. Alors, que se passe-t-il? La question est posée, donc maintenant je vous explique. Ça va donc à l'appel, on va faire créer dossier 1 backslash espace dossier. Le script va donc recevoir dans son $1 un seul paramètre. On va pas avoir $1 et $2, on va pas avoir $1 qui contient 1 et $2 qui contient dossier, puisqu'on a le backslash espace qui retire le séparateur de paramètres. Donc on va plus avoir qu'un seul paramètre qui va être reçu dans notre script créer dossier, qui sera le $1. $1 va contenir un espace dossier. Cette chaîne de caractères là. Mais dans notre script, on fait un mkdir de $1. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que le $1 va être remplacé par ce qu'il contient, c'est-à-dire
1 espace dossier. Donc on va aboutir à faire un mkdir 1 espace dossier. Et là, rebelote, on se retrouve dans le même cas de figure qu'avant. Il va nous créer deux dossiers. Il va nous créer un dossier qui s'appelle 1 et un dossier qui s'appelle dossier. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qui m'amène à une règle d'or, on met toujours des guillemets quand on a un risque d'avoir des espaces dans un paramètre ou dans une variable. Tout ce qui provient de l'extérieur, de l'utilisateur ou d'un fichier, par exemple, bien il y a un risque. Il y a un risque, si c'est l'utilisateur qui passe un paramètre, eh ben, c'est sûr qu'à un moment donné, l'utilisateur va nous passer un paramètre avec un espace. Donc ça, c'était une règle d'or. Quand on ne maîtrise pas le contenu d'une variable, parce qu'elle provient d'une source externe, utilisateur ou fichier, par exemple, eh bien, on met toujours des guillemets autour de la variable pour, justement, contrecarrer la présence d'un espace malencontreux, indésirable. Ce qui nous donne, donc dans notre script, j'ai rajouté les guillemets autour du $1. Quand je fais un appel à .créer dossier 1 / espace dossier, donc $1, on va avoir un espace dossier qui va arriver dans $1, mais comme on a mis les guillemets, eh bien ça va produire un mkdir entre guillemets $1, et là on va faire un mkdir entre guillemets 1 espace dossier. Donc on va bien créer un seul dossier qui s'appelle 1 espace dossier. Tous les paramètres. Alors, il y a deux variables spéciales qui permettent de dire qu'on veut accéder, enfin, qu'on veut utiliser dans notre script à un endroit donné, on veut utiliser tous les paramètres en bloc, tous les paramètres de la commande. On a le $étoile et on a le $arrobas. Le $étoile renvoie une chaîne avec tous les paramètres séparés par des espaces. Et le $arrobas renvoie tous les paramètres encadrés par des guillemets. Donc chaque paramètre est séparé par un espace, et en plus chaque paramètre est encadré par des guillemets. Contrairement au $étoile, qui n'encadre pas chaque paramètre avec des guillemets. Chaque paramètre est séparé avec par des espaces, dans les deux cas, mais la différence entre le $étoile et le $arrobas, c'est que le $étoile, il utilise juste les paramètres tels quels, séparés par des espaces, et le $arrobas prend la précaution de mettre des guillemets autour de chacun des paramètres. C'est une différence subtile, mais qui est essentielle, et on va le voir, on va voir pourquoi cette, ça fait toute la différence d'utiliser $étoile ou $arrobas. Je crois que je vais m'arrêter là.